Mon père m'a humilié. Tu es une perdante. Ils ne m'ont pas invité à Noël à cause de ça. J'ai simplement hoché la tête, acceptant calmement. Je suis parti sans rien dire. Puis j'ai arrêté de financer ses enfants et sa femme. Maintenant, il devient fou. Je m'appelle Olivia Carter. J'ai 34 ans. Et au moment où mon père m'a traité de perdante, je me tenais sur son porche avec 2 sacs de cadeaux de Noël qui me cisaillaient les doigts. Ma mère n'a ouvert la porte qu'à moitié. Derrière elle, mon frère était appuyé contre le mur du salon avec un sourire qu'il essayait, sans y parvenir, de cacher. Sa femme était assise près du sapin, le regard fixé au sol. « Nous avons décidé que tu ne devrais pas entrer », a dit mon père depuis le couloir. « Noël est pour les gens qui se soucient de la famille. Tu es devenue égoïste. Tu es une perdante. Olivia. » J'ai attendu que quelqu'un rie. Personne ne l'a fait. Ma mère a jeté un coup d'œil à la nouvelle voiture dans l'allée et a dit: « Tu as trouvé de l'argent pour ça, mais tu as à peine aidé ton frère cette année. » À peine aidé. Rien que ce mois-là, j'avais couvert une partie de leur hypothèque. Une facture scolaire et plusieurs dépenses ménagères. Les cadeaux dans mes mains avaient coûté plus que mon propre budget de Noël. Pourtant, mon frère s'est approché et a dit: « Tu mets tout le monde mal à l'aise. Va-t'en. » Quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Je n'ai pas défendu mon salaire, expliqué le prêt automobile, ni énuméré chaque paiement que j'avais fait pour son foyer. J'ai hoché la tête une fois. Très bien, si c'est ce que vous voulez. J'ai ramené les cadeaux à ma voiture et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Avant d'arriver chez moi, j'ai annulé chaque virement récurrent lié à la famille de mon frère. Il pensait avoir retiré une perdante de Noël. Ce qu'il avait en réalité retiré, c'était la personne qui maintenait discrètement toute sa vie à flot. Et en quelques semaines, un avocat allait me montrer où mon argent était réellement allé. Avant de vous dire ce que mon frère cachait et ce qui s'est passé quand l'argent s'est arrêté. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage car quelque part ce soir, quelqu'un d'autre apprendra peut-être que dire non à sa famille ne fait pas de lui quelqu'un d'égoïste. 3 semaines après Noël. J'ai ouvert une feuille de calcul intitulée « Soutien familial » et j'ai enfin compris pourquoi mon frère Ethan avait voulu que je sois humilié avant de vouloir que je parte. Le fichier contenait 5 ans de virements. À côté de chaque montant, j'avais écrit la raison qu'il m'avait donnée: un loyer en retard, des fournitures scolaires, une colonie de vacances, une chaudière en panne, une participation aux frais médicaux, une facture de services publics impayée, une réparation de voiture d'urgence. Le total en bas était de 71 840 $. Ce nombre n'incluait pas les anniversaires, les cadeaux de fin d'année, les courses, ou la carte de crédit que j'avais une fois remboursée parce qu'il avait promis que c'était la dernière fois. J'avais commencé à aider Ethan et sa femme Lorraine peu après la naissance de leur premier enfant. À l'époque, la demande semblait temporaire et raisonnable. Le travail contractuel d'Ethan était irrégulier. Lorraine travaillait à temps réduit parce que leur famille avait besoin de stabilité à la maison. J'étais célibataire. J'avais un bon emploi de gestionnaire des risques financiers et je n'avais personne à charge. Mon père, Robert, aimait dire que la personne avec les épaules les plus larges devrait porter la boîte la plus lourde. Ma mère, Marianne, traduisait cette philosophie en une instruction plus simple. Tu peux te le permettre. Au début, je le pouvais. Plus important encore, je voulais aider. J'ai payé un propriétaire directement quand ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai acheté des fournitures scolaires au lieu d'envoyer de l'argent. J'ai couvert une colonie de vacances parce que Lorraine avait accepté des quarts de travail supplémentaires et avait besoin d'une garde fiable. Ces choix ressemblaient à de l'amour. Puis Ethan a commencé à appeler avant même que je sache qu'il y avait un problème. Il a cessé de demander si je pouvais aider et a commencé à me dire combien envoyer. Si j'hésitais, ma mère appelait pour expliquer à quel point Lorraine était effrayée. Si j'hésitais encore, mon père me rappelait que les gens qui réussissent n'abandonnent pas leur famille. L'année précédant ce Noël, j'avais commencé à fixer des limites. Je payais directement les fournisseurs.
Je demandais des factures. Je refusais de couvrir une autre carte de crédit au maximum. Ethan a réagi en devenant plus froid, bien que je n'ai pas compris le lien à l'époque. Quand j'ai remplacé ma voiture de 11 ans, il a fait des blagues sur mon style de vie de cadre. Il a dit à nos parents que j'avais changé. Ce qu'il n'a jamais mentionné, c'est que la voiture était financée. Soigneusement budgétée et moins chère par mois que le montant que j'envoyais régulièrement à son foyer. La feuille de calcul montrait le changement dans notre relation mieux que n'importe quelle photo de famille ne pourrait le faire. Les premières entrées incluaient des messages de remerciement. À la 3e année, la gratitude avait été remplacée par l'urgence. À la 5e, il n'y avait plus de remerciements du tout. Seulement des textos de suivi demandant quand le prochain paiement serait effectif. J'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Et Ethan avait confondu ma générosité avec une source de revenus permanente. Ce soir-là, j'ai pris 4 décisions. J'ai annulé le virement automatique qui couvrait une partie de leur hypothèque. J'ai retiré Ethan en tant qu'utilisateur autorisé de la carte d'urgence que j'avais créée pour les véritables crises domestiques. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes qu'il avait jamais vus. Puis j'ai retourné les cadeaux qui étaient dans ma voiture. Les remboursements sont allés sur un compte d'épargne séparé que j'ai nommé limite. En partie parce que j'avais besoin que le rappel soit visible. Les actions étaient faciles. Vivre avec elles était plus difficile. À 20h42 ce soir-là, ma mère a laissé un message vocal. Elle ne s'est pas excusée pour le Porsche. Elle a dit que j'avais embarrassé mon père en partant sans essayer de faire la paix. À 21h10, Ethan a texté « J'espère que la petite performance en valait la peine ». À 21h13, il a envoyé un autre message, le virement pour l'hypothèque est en retard. J'ai fixé ces 2 phrases jusqu'à ce que leur signification devienne impossible à ignorer. Il m'avait banni à Noël, mais s'attendait toujours à ce que mon paiement arrive à temps. J'ai tapé 3 réponses différentes et les ai toutes supprimées. Finalement, j'ai écrit « Il n'y aura plus de virement. Veuillez vous organiser en conséquence ». Sa réponse est venue immédiatement « Ne punis pas ma famille parce que tu es susceptible ». C'était ainsi que le sentiment de droit se protégeait. Il renommait l'exploitation en devoir familial et les limites en punition. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai imprimé la feuille de calcul. L'ai placée dans un dossier et j'ai écrit une question sur la couverture. Si l'argent est le prix d'entrée, ai-je jamais fait partie de cette famille? Ma première semaine sans ma famille fut calme, mais pas paisible. Le silence donnait à chaque vieille accusation l'espace de s'exprimer. J'entendais mon père me traiter d'égoïste chaque fois que je faisais des courses et ma mère dire « Tu peux te le permettre » quand je transférais de l'argent sur mon propre compte de retraite. Je n'ai pas passé le réveillon du Nouvel An dans un café à dire à des amis parfaits à quel point je me sentais forte. Je l'ai passé à ma table de cuisine avec le dossier soutien familial ouvert à côté de moi. J'ai lu les anciens messages par ordre chronologique comme si j'examinais le cas de quelqu'un d'autre. Le schéma était d'une clarté embarrassante. Chaque urgence apparaissait juste après qu'Ethan ait fait un achat inutile. Chaque promesse de me rembourser disparaissait dès que l'argent arrivait. Chaque désaccord se terminait par l'intervention d'un de mes parents en sa faveur. Je ne l'avais pas simplement aidé. J'avais participé à un système conçu pour le maintenir à l'aise et me maintenir coupable. Cette prise de conscience a fait plus mal que d'être exclu de Noël. Une porte fermée pouvait être imputée à une seule soirée cruelle. 5 ans de preuve ne le pouvaient pas. Le 2 janvier, mon père a laissé un message exigeant des excuses. Il a dit que j'étais parti pendant que ma mère parlait. Il a dit, les adultes restent et résolvent les problèmes. Il n'a pas mentionné m'avoir traité de perdante. Il n'a pas mentionné les paiements. Il parlait comme si mon départ avait créé le conflit plutôt que de mettre fin à ma participation. J'ai sauvegardé le message vocal et écrit 3 lignes sous son horodatage, aucune reconnaissance. Aucune responsabilité, aucun accès. À la mi-janvier, les messages ont changé. Ethan a cessé de m'insulter et a commencé à décrire les conséquences. L'électricité était chère. Une carte de crédit était en retard. Un des enfants pourrait devoir quitter une activité.
Il n'a jamais fourni de facture. N'a jamais répondu quand je demandais ce qu'il avait contribué et n'a jamais expliqué pourquoi un foyer avec 2 adultes dépendait d'un 3e adulte qui n'y vivait pas. Il utilisait la déception des enfants comme un levier car il savait que c'était la seule chose là plus susceptible de me faire bouger. Pendant 2 nuits, cela a presque fonctionné. J'ai ouvert mon application bancaire et entré le montant qu'il demandait. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de confirmation. Puis je me suis souvenu du Porsche, de l'air suffisant sur son visage, du mépris de mon père, de ma mère mesurant ma valeur à l'aune de mes dépenses. J'ai fermé l'application. Se soucier des enfants ne nécessitait pas de financer chaque choix que leur père refusait d'examiner. À 3h17 un matin, Lorraine m'a envoyé un message. Je suis désolé pour Noël. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'aurais dû dire quelque chose. C'étaient les premières excuses que je recevais. Mais elles n'ont pas apporté le soulagement que j'attendais. Lorraine m'avait vu être rejetée et était restée silencieuse. Pourtant, la honte était visible dans chaque mot soigneusement choisi. J'ai répondu, merci de dire ça. Je ne suis pas prête à faire comme si cela ne s'était pas produit. Mais j'apprécie l'honnêteté. Elle a tapé pendant plusieurs minutes avant d'envoyer. Il y a des choses sur nos finances que je ne comprends pas. As-tu vraiment arrêté d'aider il y a des mois? La question m'a fait me redresser. Je lui ai dit que j'avais réduit le montant, pas arrêté. J'ai énuméré les 3 paiements que j'avais faits depuis septembre, y compris la contribution à l'hypothèque de décembre. Son message suivant n'est pas arrivé avant près de 10 minutes. Il m'a dit que l'argent de l'hypothèque provenait d'une prime de travail. J'ai lu cette phrase 2 fois. Puis Lorraine a demandé si j'avais encore des dossiers. J'ai dit que je gardais tout. Elle a répondu, s'il te plaît, ne dis pas à Ethan. J'ai accepté, mais je ne lui ai pas encore envoyé de documents. Je lui ai dit de parler à un avocat si elle pensait que de l'argent était caché parce que je ne voulais pas m'ingérer dans son mariage ni donner de conseils au-delà de mes connaissances. Elle m'a remercié et est restée silencieuse. Pendant les 2 semaines suivantes, rien ne s'est passé. Mes parents ont cessé d'appeler. Les textos d'Ethan ont disparu. Et j'ai commencé à dormir toute la nuit. La liberté n'était pas triomphale. C'était comme entrer dans une pièce où une alarme s'était enfin arrêtée et réaliser combien de temps le bruit vous avait contrôlé. Puis, le premier lundi de février, quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée pendant une réunion vidéo. Pas frapper, marteler. Quand j'ai regardé à travers la caméra, Ethan se tenait sur mon porche. Son visage était crispé de colère, et dans une main, il tenait une copie imprimée de mon message mettant fin au virement. Le silence était terminé. Il était venu chercher ce qu'il croyait toujours lui appartenir. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas invité Ethan à entrer. Il s'est avancé quand même. Alors je suis resté dans l'embrasure de la porte et l'ai bloqué avec mon corps. Cela l'a surpris. Pendant des années, il avait traité ma maison et mon compte bancaire comme des endroits où il pouvait entrer sans permission. Tu dois arranger ça, a-t-il dit en agitant le message imprimé vers moi. Arranger quoi? Le désordre que tu as créé. Nous sommes en retard sur tout. Je lui ai demandé d'être précis. Il a dit que l'hypothèque était en retard. Que 2 cartes étaient proches de leur limite et que Lorraine était devenue impossible à propos de l'argent. Quand j'ai demandé combien il avait gagné en janvier, il a semblé offensé. Quand j'ai demandé à voir les factures, il m'a traité de contrôlante. Quand j'ai demandé où était passée la contribution à l'hypothèque de décembre, il a cessé de parler une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je le remarque. Puis il a changé de tactique. Papa avait raison sur toi. Tu ne te soucies que de prouver que tu es meilleur que tout le monde. Ton père m'a traité de perdante parce que tu lui as dit que je t'avais abandonné. Notre père, a-t-il lâché? Un père n'a pas le droit d'effacer sa fille de Noël et de lui envoyer quand même une facture. Ethan a ri comme si j'avais fait une blague d'enfant. Il a dit que j'étais célibataire, sans enfant, et que je gagnais plus que ce dont j'avais besoin. Selon lui, mon argent supplémentaire n'était pas vraiment le mien car les ressources familiales devaient aller là où elles étaient le plus utiles.
J'ai demandé qui lui avait donné l'autorité de décider ce qui comptait comme supplémentaire. Il a dit, tu ne t'es jamais plainte avant. La voilà, la chose la plus proche de l'honnêteté que j'ai jamais entendue de sa part. Mon silence était devenu sa permission. Ma générosité passée était devenue sa preuve de propriété. Je me plains maintenant, ai-je dit. Il n'y aura plus d'argent liquide. Plus de virements automatiques et plus d'accès à mon crédit. S'il y a une véritable urgence impliquant les enfants, Lorraine peut me contacter directement. Je le vérifierai et je paierai le fournisseur, pas toi. Son expression a changé quand j'ai mentionné Lorraine. Reste en dehors de mon mariage. Alors garde ton mariage en dehors de mon compte bancaire. Je lui ai dit de partir. Il a posé une main contre le cadre de la porte. Les enfants perdent leurs activités. Lorraine perd la maison. Et tu es à l'aise avec ça? Je ne suis pas responsable des conséquences des décisions financières que tu refuses d'expliquer. Donc, tu admets que tu les punis? Non. Je refuse de te laisser les utiliser comme un reçu pour de l'argent dont tu ne veux pas rendre compte. Son visage est devenu rouge. Il a dit que j'avais toujours été jalouse parce que nos parents l'admiraient pour avoir fondé une famille alors que je me cachais derrière une carrière. Puis il a porté ce qu'il croyait être le coup de grâce. Noël avait été son idée. Il avait dit à nos parents que m'exclure me forcerait à me souvenir de ma place. Mon père avait accepté parce que, selon les mots d'Ethan, papa sait que la pression est le seul langage que tu comprends. La confession aurait dû me blesser. Au lieu de cela, elle a tout clarifié. Le Porsche n'avait pas été un débordement émotionnel. C'était une stratégie de collecte. Merci, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Pourquoi? Pour l'avoir admis. J'ai fermé la porte. Il a crié à travers pendant plusieurs minutes, puis a appelé nos parents depuis mon allée. 20 minutes plus tard, mon père a lancé un appel de groupe. Ma mère pleurait. Ethan m'accusait de détruire sa famille. Mon père a exigé que je rétablisse le virement de l'hypothèque avant la fin de la journée et que je m'excuse d'avoir manqué de respect à mon frère. J'ai ouvert le registre imprimé. En 5 ans, j'ai donné à Ethan plus de 71 000 $. Avant qu'un autre dollar ne bouge. Je veux un budget domestique complet et des reçus montrant où mes virements précédents sont allés. L'appel est devenu silencieux. Mon père s'est ressaisi le premier. La famille n'audite pas la famille. Alors la famille ne demande pas d'argent. Il a dit que ma demande était dégradante. J'ai demandé si me traiter de perdante sur un pas de porte avait été digne. J'ai répété la demande une fois. Ils ont refusé. Alors ma réponse est non, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. L'homme s'est présenté comme Mark Ellis, un avocat en droit de la famille. Il a dit qu'il représentait quelqu'un qu'il avait autorisé à poser des questions sur les paiements que j'avais fait au foyer d'Ethan. Mon estomac s'est noué. Je me suis demandé si Ethan avait contracté des dettes à mon nom ou si mes parents essayaient une nouvelle forme de pression. Qui est votre client, ai-je demandé. Lorraine, a-t-il dit. Et elle croit que votre argent n'a jamais atteint les dépenses familiales pour lesquelles on vous a dit qu'il était destiné. Le bureau de Mark était au 4e étage d'un immeuble en briques ordinaires. Ce qui rendait le dossier sur son bureau encore plus irréel. Avant de discuter de quoi que ce soit, il m'a montré l'autorisation écrite de Lorraine et a expliqué exactement ce qu'il pouvait et ne pouvait pas partager. Elle envisageait une séparation légale. Pour préparer une déclaration financière précise, elle devait identifier les revenus, les dettes et les comptes qu'Ethan avait dissimulés. Mes registres de virement pouvaient établir l'origine d'une partie de l'argent manquant. Mark a ouvert le dossier. À gauche se trouvaient des copies des paiements que j'avais envoyés. À droite, des relevés d'un compte que je n'avais jamais vu. Les dates coïncidaient avec une précision brutale. J'avais viré 2100 $ pour des frais de logement en retard. En 48 heures, 1800 $ ont été déplacés vers le compte caché. J'avais envoyé 950 $ après qu'Ethan ait dit qu'une réparation essentielle à la maison ne pouvait pas attendre.
$700 sont allés à une plateforme de paris en ligne le lendemain matin. Un paiement que je croyais couvrir une dépense scolaire a été suivi de frais de restaurant, d'un hôtel pour le week-end et de retrait d'espèces. Tous les dollars n'avaient pas été détournés. Cela rendait la chose presque pire. Ethan payait juste assez de chaque facture pour éviter un désastre immédiat. Puis utilisait l'urgence restante pour me demander plus. Il avait construit un système dans lequel son foyer semblait toujours à un paiement de l'effondrement parce que l'instabilité permanente maintenait tout le monde réactif. Lorraine travaillait plus dur. Mes parents le défendaient et je fournissais de l'argent. Ethan restait au centre, distribuant des explications au lieu d'argent. Lorraine avait découvert le compte après l'arrivée d'un avis de retard pour une facture qu'Ethan prétendait avoir payée. En cherchant une confirmation, elle a trouvé des relevés sous de vieux dossiers fiscaux. Puis elle a trouvé mon virement de décembre, qu'Ethan avait décrit comme une prime de son employeur. Ce mensonge l'a ramené à des années de dossiers domestiques. Je vérifiais les risques d'entreprise pour vivre. Pourtant, dans ma propre famille, j'avais accepté des explications que j'aurais rejetées en 10 minutes au travail. Marc m'a rappelé que la confiance n'était pas de la stupidité. Les gens l'exploitaient parce que la confiance réduisait le coût de la tromperie. Je lui ai donné des copies de mon registre, des confirmations, des textos et des courriels. Certains virements avaient été des cadeaux. Et un mensonge sur leur but ne garantissait pas que je pourrais les récupérer. La priorité de Marc était la sécurité financière de Lorraine et une déclaration véridique. Les faits étaient assez puissants sans prétendre que la loi pouvait réparer chaque trahison. Avant que je parte, Lorraine nous a rejoints par vidéo. Elle avait l'air épuisée. Elle s'est à nouveau excusée pour Noël et m'a raconté ce qui s'était passé avant mon arrivée. Ethan avait passé des semaines à dire à nos parents que je retenais de l'argent pour punir ses enfants tout en exhibant ma nouvelle voiture. Il a dit que j'avais promis des vacances coûteuses et que je m'étais rétracté au dernier moment. Mon père a décidé que refuser de m'inviter m'apprendrait l'humilité. Lorraine a objecté en privé, mais Ethan l'a averti que si elle le contredisait, il dirait à mes parents qu'elle était irresponsable avec l'argent. J'avais peur, a-t-elle dit. Mais j'étais aussi soulagé qu'il te blâme toi au lieu de me demander ce que je savais. J'ai honte de ça. Son honnêteté n'effaçait pas son silence, mais elle lui donnait un contexte. Je lui ai dit que j'étais prête à fournir des dossiers et à parler sincèrement. Je ne mentirais pas pour Ethan, ne l'affronterais pas en son nom. Ni ne deviendrais la nouvelle personne responsable de la gestion de sa vie. Elle a hoché la tête. C'est plus que juste. Sur le chemin du retour, je m'attendais à me sentir victorieuse. Au lieu de cela, j'ai pleuré les années que tout le monde avait perdues à cause de différentes versions du même mensonge. Lorraine pensait qu'elle ne gagnait pas assez. Mes parents pensaient que leur fils était malchanceux. Et je pensais qu'un paiement de plus pourrait créer la stabilité. Ce soir-là, il a appelé. Sa voix était contrôlée au début. Il a demandé si j'avais parlé à Lorraine. J'ai dit que je ne discuterais pas de conversations privées. Il m'a accusé de lui mettre des idées en tête. J'ai demandé quelles idées l'effrayaient. Des relevés bancaires honnêtes, des déclarations complètes ou des dates exactes. Le contrôle a disparu. Tu as fouillé dans mes comptes. Non, j'ai vu des dossiers qui m'ont été légalement fournis. Il a crié que les jeux d'argent étaient un divertissement et que l'hôtel était pour le travail. Je n'avais mentionné ni l'un ni l'autre. Il les avait révélés tous les deux en essayant de les nier. Je t'ai donné de l'argent pour ton foyer, ai-je dit. Tu as menti sur où il est allé, menti à Lorraine sur sa provenance. Et persuadé papa de me chasser de Noël pour que je paie plus. J'ai fini de te protéger de la vérité. Il est resté silencieux, puis a dit, si elle part, ce sera à cause de toi. Si elle part, ce sera parce qu'elle a enfin des informations. Après que j'ai raccroché, mon père a appelé. Ethan lui avait dit que j'aidais Lorraine à voler les enfants. J'ai expliqué qu'un avocat, et non moi, guidait ses choix. Mon père a rejeté les dossiers comme une affaire conjugale privée et a dit qu'une sœur loyale rétablirait le soutien jusqu'à ce qu'Ethan se rétablisse. Se rétablisse de quoi, ai-je demandé. Tu viens de dire qu'il n'y avait pas de problème.
Il n'avait pas de réponse. Pour la première fois, sa certitude s'est fissurée. Je lui ai envoyé une seule page par courriel. Pas les dossiers privés de Lorraine. Seulement mes propres virements à côté des explications écrites d'Ethan. J'ai surligné le paiement de l'hypothèque de décembre et joint le message dans lequel Ethan me disait que l'hypothèque était toujours impayée. Puis j'ai écrit. Tu m'as traité de perdante parce que tu as cru son accusation sans demander un seul fait. Je ne financerai pas un autre mensonge. Mon père n'a pas répondu. Ethan l'a fait. Au cours des 6 heures suivantes, il a appelé 23 fois. Ses messages sont passés de la colère aux excuses, des excuses aux menaces. Et des menaces à la panique. Dans le dernier message vocal, il disait que Lorraine avait ouvert un nouveau compte bancaire, fait 2 valises et pris des documents importants de la maison. Il comprenait enfin que l'argent n'était pas la seule chose qu'il perdait. Avec les conseils de Marc, Lorraine a demandé des arrangements financiers et parentaux temporaires, a documenté les comptes et a loué un appartement modeste dans le même district scolaire. Sa décision était prudente car Ethan avait passé des années à rendre chaque crise chaotique. Elle voulait que le prochain chapitre soit construit sur des dossiers, pas sur des réactions. J'ai fait un paiement direct pour le dépôt de garantie de Lorraine avec une limite écrite et aucune promesse récurrente. Elle a accepté les termes sans négocier ni culpabiliser. Pour la première fois. Aider quelqu'un dans le foyer d'Ethan ressemblait à un choix plutôt qu'à une taxe. Elle a déménagé un jeudi pendant qu'Ethan était au travail. Quand il est retourné à la maison à moitié vide, il m'a appelé 46 fois. Je connais le nombre parce que mon téléphone a regroupé les appels manqués en une seule notification. Rouge. Il a laissé 18 messages vocaux. Dans l'un, il me suppliait de lui dire où était Lorraine. Bien qu'elle l'ait déjà informé par l'intermédiaire de son avocat. Dans un autre, il promettait de rembourser chaque dollar si je la convainquais de revenir. Dans le dernier message, il me traitait à nouveau de jalouse. J'ai sauvegardé les messages vocaux, mais n'ai répondu à aucun d'eux. Ethan est allé chez nos parents ce soir-là. Il est arrivé avec des avis de retard, 2 cartes au maximum. Et un relevé hypothécaire montrant que le prochain paiement était impossible sans aide. Il s'attendait à ce que nos parents me forcent à reprendre ma place. Au lieu de cela, mon père a finalement demandé à voir ses comptes. La demande qu'Ethan avait qualifiée de dégradante venant de moi est soudainement devenue raisonnable. Venant d'un autre homme. Même alors, Ethan a refusé. Il a dit que les dossiers étaient compliqués. Ma mère a offert d'utiliser une partie de leurs économies, mais mon père l'a arrêté. Il avait lu le résumé des virements que j'avais envoyés et réalisé qu'il m'avait jugé publiquement. Sur une histoire qu'il n'avait jamais vérifiée. Le lendemain matin, mes 2 parents sont venus chez moi. Je les ai laissés entrer, mais j'ai gardé le dossier soutien familial sur la table entre nous. Ma mère a dit qu'ils avaient seulement voulu protéger leurs petits-enfants. Je lui ai dit que la protection sans question avait permis à Ethan de les utiliser comme garantie émotionnelle. Mon père a admis qu'Ethan avait présenté ma nouvelle voiture comme la preuve que j'abandonnais la famille. Vous vouliez m'humilier pour que j'obéisse, ai-je dit. Même si chaque mot qu'Ethan vous a dit avait été vrai. Me traiter de perdante et fermer la porte était toujours votre décision. Mon père a baissé les yeux. Pendant la plus grande partie de ma vie. Il s'était excusé en expliquant ses intentions jusqu'à ce que le mal disparaisse. Cette fois, je n'ai pas permis que l'explication se substitue à la responsabilité. Je leur ai dit ce que toute relation future exigerait. Aucune demande pour Ethan, aucun message transmis en son nom. Aucune discussion sur mes revenus et aucune réunion de famille où le manque de respect était traité comme de l'honnêteté. S'il brisait ces conditions, je partirais. Quand ma mère a demandé si je pouvais leur pardonner, j'ai dit que la confiance serait reconstruite par le comportement. Non pas exigée parce qu'ils n'aimaient finalement pas les conséquences. Les conséquences d'Ethan sont arrivées sans aucun plan de ma part. La séparation légale exigeait une déclaration financière complète. Le compte caché est devenu impossible à nier. Il a vendu son camion coûteux pour couvrir les dettes immédiates. La grande maison de location qu'il avait présentée comme preuve de succès a été rendue à la fin du bail.
Lorraine a demandé une ordonnance de soutien formel afin que les besoins des enfants ne dépendent. Plus de promesses privées. Ethan a emménagé dans le sous-sol de nos parents et en 3 semaines. Ils ont découvert ce que des années de subventions avaient caché. Ils s'attendaient à des repas, du linge, du transport et de l'argent tout en critiquant quiconque lui demandait de contribuer. Mon père lui a fait payer un loyer. Ethan a accusé nos parents de m'avoir choisi et a dit aux parents que j'avais manipulé les relevés bancaires. J'ai refusé de me battre avec lui par des commérages. Quand quelqu'un me contactait, je disais seulement, j'ai des registres de mes paiements. Et je ne fournis plus de soutien financier. Sans argument pour se nourrir, son histoire s'est effondrée sous ses propres contradictions. Lors de l'audience préliminaire, les dossiers ont fait quelque chose de plus important que de créer un verdict théâtral. Ils ont rendu Ethan responsable. Un plan de paiement structuré et des obligations de soutien ont remplacé le système informel qu'il avait manipulé. Lorraine a conservé un logement stable et a repris le travail à temps plein. Les enfants ont maintenu le contact avec les 2 parents. Mais Ethan ne contrôlait plus la famille par l'argent ou la panique. Un soir, il est venu dans le parking de mon bureau et a attendu à côté de ma voiture. J'ai immédiatement appelé la sécurité du bâtiment et je suis resté près de l'entrée où les caméras étaient visibles. Il ne m'a pas menacé. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, non pas parce qu'il avait changé physiquement, mais parce que le public qui le renforçait autrefois avait disparu. « Donne-moi juste assez pour prendre un appartement », a-t-il dit. « Je ne peux pas vivre avec maman et papa. » Non. Tu as aidé Lorraine. J'ai fait un paiement direct et documenté pour qu'elle puisse établir un foyer stable. Je ne te financerai pas. Il a secoué la tête. C'est ce que tu voulais. Pendant un moment, j'ai envisagé d'énumérer chaque mensonge, chaque paiement détourné, chaque insulte. Au lieu de cela, j'ai dit: je voulais que tu arrêtes de m'utiliser. Tout ce qui a suivi est venu de choix que tu as fait avant même que je dise non. La sécurité s'est approchée. Ethan s'est éloigné, puis s'est retourné et m'a demandé si je le détestais. Non, ai-je dit. Te détester ferait encore de ta vie ma responsabilité. C'était la dernière fois qu'il me demandait de l'argent. Un an après le Noël où mon père a fermé la porte, j'ai organisé un dîner chez moi. Il n'y avait pas de test de loyauté, pas de calcul chuchoté sur qui avait assez dépensé. Et pas de siège réservé pour quelqu'un simplement parce que nous partagions le même sang. Mes parents ont été invités selon les limites que nous avions pratiquées pendant des mois. Lorraine est venue pour le dessert après que les enfants aient célébré plus tôt avec Ethan. 2 amis proches nous ont rejoints. La table était plus petite que l'ancienne table de fête de mes parents. Mais personne à cette table n'avait acheté son admission. La chaise d'Ethan était vide à dessein. Il n'était pas banni pour toujours, mais une invitation nécessitait plus que le temps qui passe. Elle nécessitait une responsabilité qu'il commençait à peine à montrer. Après des mois dans le sous-sol de nos parents, il avait trouvé un petit appartement et un emploi stable dans les opérations. Le camion était parti. Les comptes de jeu étaient fermés. Et il suivait une thérapie dans le cadre du plan de reconstruction qu'il avait accepté avec Lorraine. Il faisait des paiements de soutien réguliers parce qu'une ordonnance formelle ne laissait aucune place aux explications créatives. La séparation est devenue permanente et l'image de famille confortable qu'il avait défendue aux dépens de tous les autres a disparu. Il avait perdu son mariage, sa grande maison, son accès facile à la vie quotidienne des enfants. La protection automatique de nos parents et l'illusion qu'une autre personne absorberait toujours le coût de ses décisions. Je n'ai pas célébré ses pertes. Je ne l'ai pas non plus sauvé d'elles. Les conséquences n'étaient pas de la cruauté simplement parce qu'il n'aimait pas les recevoir. Mon père est arrivé tôt ce soir-là. Il s'est tenu sur mon porche, tenant un petit cadeau, et a attendu que je l'invite à entrer. Le détail comptait. À l'intérieur, il a demandé à parler en privé. Puis il m'a présenté les premières excuses complètes que j'ai jamais entendues de sa part. Je t'ai traité de perdante parce que je pensais que la honte te ferait m'obéir, a-t-il dit. J'ai cru Ethan parce que son histoire correspondait à ce que j'attendais de toi. Que ton succès
signifiait que tu nous devais plus. J'avais tort avant d'ouvrir la porte et j'ai été cruel après l'avoir ouverte. Tu n'as pas causé ce qui lui est arrivé. Il n'a pas ajouté mais, il n'a pas mentionné de bonnes intentions. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner avant le dîner. Je l'ai remercié et j'ai dit que nous pouvions continuer à reconstruire. C'était suffisant. Les excuses de ma mère ont pris plus de temps. Finalement, elle a admis que compter sur moi avait été plus facile que d'affronter Ethan. Elle a commencé une thérapie et a cessé de discuter de mes finances avec les parents. Lorraine a repris le travail à temps plein. A contrôlé ses propres comptes et a commencé à constituer une épargne d'urgence. J'ai enfin compris la différence. La véritable aide augmente la capacité de quelqu'un à se tenir debout. L'assistanat exige qu'il reste instable pour que vous puissiez continuer à le soutenir. Vers la fin du dîner, mon téléphone a vibré avec un message d'Ethan. Je sais que je ne suis pas invité. Je comprends pourquoi. Je suis désolé pour ce que j'ai fait avec ton argent et pour avoir utilisé papa pour te faire pression. Je rembourserai ce que je peux. Même si cela prend des années. Ce n'était pas une rédemption. C'était un début. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai fini le dessert? Écoutez mes amis se disputer joyeusement autour d'un jeu de société et j'ai permis que la soirée reste la mienne. Plus tard, j'ai répondu, continue de faire le travail. Nous pourrons parler après les fêtes. Les gens décrivent parfois ma décision comme une vengeance. Ethan l'a certainement fait lorsque les conséquences sont arrivées. Mais je ne l'ai jamais exposé publiquement, ne me suis jamais ingéré dans sa relation. Ni n'ai conçu ses pertes. J'ai arrêté de payer. J'ai dit la vérité quand on me l'a demandé. J'ai fourni des dossiers par les voies appropriées. La vie qui s'est effondrée était une vie construite sur des dettes dissimulées. Une sympathie manipulée et ma coopération automatique. Ma famille n'a pas commencé à m'exploiter la nuit où ils m'ont exclu de Noël. Cette nuit-là a simplement rendu l'arrangement visible. J'avais été loué chaque fois que je m'abandonnais et condamné chaque fois que je posais une question raisonnable. Tant que je payais, mon argent répondait à la question de savoir s'il me respectait. Fermer mon compte à Ethan a forcé tout le monde à répondre sans lui. Mon père a appris que l'autorité sans responsabilité est de l'intimidation. Ma mère a appris qu'éviter le conflit protège la personne qui le cause. Ethan a appris que la famille pouvait soutenir la guérison sans financer le déni. J'ai appris qu'une limite n'est pas un argument que l'on gagne. C'est une décision que l'on continue d'honorer après que d'autres personnes se soient fâchées. Quand le dernier invité est parti, je me suis tenu à ma porte d'entrée. La même position que mon père avait occupée un an plus tôt. J'ai enfin compris le pouvoir de ce seuil. Une porte peut être utilisée pour faire honte à quelqu'un. Ou elle peut être utilisée pour protéger la dignité de tous ceux qui sont à l'intérieur. J'ai verrouillé la mienne. Éteint la lumière du porche et n'ai ressenti aucun triomphe face au petit appartement d'Ethan ou à son mariage brisé. Ce que j'ai ressenti était plus calme et plus fort. Ma vie ne dépendait plus de son approbation. De la pression de mes parents ou de la peur d'être qualifié d'égoïste. Ils disaient que Noël n'avait pas de place pour les perdants. En fin de compte, perdre ma place dans cette version de la famille était exactement la façon dont j'ai trouvé la mienne. Si votre famille ne vous valorisait que lorsque vous payiez, étiez d'accord ou restiez silencieux? Continueriez-vous à acheter une place à leur table? Ou construiriez-vous enfin une table où le respect est le seul prix d'entrée? Nous vous remercions d'avoir regardé une autre histoire de notre chaîne. Tout dans cette vidéo a été créé uniquement à des fins de réflexion dramatique et éducative. Nous espérons que cela vous rappelle que certaines personnes ne sont à l'aise avec la gentillesse que lorsqu'elle est sans limite. Mais la vraie gentillesse ne devrait jamais vous obliger à vous abandonner.